Après toi. Let's go. Donc, comme au début de mes vidéos, je me présente très rapidement. Je m'appelle Abel Rabérin, je suis gestionnaire de fortune internationale et depuis quelques mois, je me focus à expliquer Bitcoin aux autres gestionnaires. Donc, qui es-tu et qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien écoute, ici tu es donc à la Villa du Bitcoin. Donc Ok. moi c'est Cengiz Cambroisier, ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on a créé le projet Villa. Le Ok. but était de paupériser un petit peu voilà, tout ce qui concerne la blockchain, la technologie, le pourquoi, la réserve de valeur. Voilà. Le but est de faire comprendre aux personnes ce que c'est, comment ça fonctionne. Ok. Et donc pour le moment, tous les mercredis, on ouvre ici avec des cours qui sont donnés gratuitement, avec voilà, par exemple des meet-up comme tu vas pouvoir faire demain, ça c'est génial. Partager un peu toute cette technologie, la passion, etc. aux gens. Ok. Donc moi à la base, je viens pas du tout de ça. Ok. Alors moi à la toute base, j'ai fait les sciences politiques et le droit. Ok. Donc ça, voilà, bon, le droit, on peut retrouver On surtout peut en retrouver Belgique. si on veut, on arrive à trouver. Voilà, mais moi, j'ai toujours été fan de technologie, mais j'étais dans une famille d'humanistes, donc du coup, on était plus tourné vers l'être humain. Ils ne comprenaient pas spécialement la corrélation qu'il pouvait y avoir et comment est-ce que la technologie pouvait aider l'humanité à avancer simplement, quoi. Ok. Donc du coup, moi, j'ai été directeur d'établissement scolaire pendant 7 ans. Ok. Ok. J'ai essayé de partager ça pour qu'ils puissent un peu mettre en avance, qu'on puisse mettre un peu ça dans les cours, mais le Ok, parce concept que là, à ce moment-là, toi, tu découvres les technologies blockchain, les cryptos, Bitcoin à un quel peu plus moment? tard, donc Ok. ça c'était peut-être vers 2000, c'était en 2021, Ok. où j'essaye d'un peu mettre en avant. Moi je suis rentré tout début 2021, donc janvier 2021, Ok. et, euh, et finalement je présente un peu ça au conseil d'administration et ils ont pris ça comme un Ponzi scheme, tu vois. Ok. Donc, parce C'est une que arnaque, on n'en veut le pas. Bitcoin, c'est une arnaque, tu vois, Wow. pour les vieilles écoles, voilà, malheureusement, comme ça, avec parfois des conseils d'administration qui sont des personnes qui restent beaucoup dans le passé, qui ne prennent pas Ouais. le temps de s'informer sur les nouvelles technologies par peur, par croyances limitantes ou que sais-je. Hmm. Donc, voilà, c'est comme ça qu'au final, je me suis dit, ok, je vais plutôt ouvrir quelque chose de sympa. Et donc avec Vincent Léonard, on a ouvert Ok. la Villa du Bitcoin pour justement permettre aux gens de venir apprendre, de venir partager et voilà. Et nous de pouvoir montrer, un peu être une vitrine Hmm. de ce qui se passe dans le monde, hein. On était Ok. encore hier Amsterdam. à Amsterdam, à Yes. la convention européenne. Hmm. Donc voilà, moi je trouve que ça doit se partager beaucoup plus, même Ok. si les organisateurs comment dire, de la convention sont très bien et ont déjà tout mis à disposition gratuitement sur quasi tout Ouais, sur après, le il y a net. déjà, enfin, c'est pour ça que j'aime bien ce genre de projet, c'est qu'il y a la barrière de la langue. Tout le monde ne parle pas anglais. Nous, on parle anglais, donc ok, c'est cool d'aller à ce genre de conférence, mais de pouvoir après créer du contenu en français pour traduire et ramener toutes les bonnes informations, je trouve que c'est cool aussi. Surtout comme on en parlait hier, les francophones malheureusement ont cette tendance à privilégier la langue et à ne Française. pas aller plus loin, quoi. Donc, Ouais. et ça, c'est très dommage. Moi, mon oncle, j'ai eu la chance d'avoir, c'était un peu mon, tu sais, t'as toujours un père riche, père pauvre, et Ok. mon oncle était un peu mon père riche, Ok. si on doit reprendre le livre Kiyosaki. de Kiyosaki. Ouais. Et donc, il m'a toujours dit, la richesse, Mm. c'est surtout de pouvoir voyager pour aller Ok. voir d'autres cultures, etc. Mm. Et évidemment, la barrière de la langue, il suffit de voir les pourcentages. Je pense que les francophones, c'est 3% du monde Mm. qui parlent français, donc Ouais. on sait très très peu. Ouais, L'anglais c'est étant le réduit. premier, mais l'espagnol dépasse par exemple le français. Ouais. Donc voilà, à un moment donné, il faut faire des efforts, dépasser ces zones de confort Mm. et se permettre de pouvoir appréhender le monde et pouvoir discuter avec. Donc oui, Mm. en effet, ici, le côté francophone était nécessaire et ce qu'on fait justement quand j'étais allé comment dire, à la convention aux États-Unis à Nashville Ok. il y a 2 mois, pareil, on a ramené les informations, on les a transformées en français, on a fait
plusieurs rendez-vous pour expliquer, etc. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il n'y a pas énormément de monde pour le moment parce que voilà, on n'a pas encore ce fameux bull run, les médias en parlent très peu, Trump est vu par la plupart des personnes qui ne s'intéressent pas nécessairement à la politique comme un opportuniste ou que sais-je. Enfin, c'est vraiment... c'est compliqué. L'annonce, tu veux dire que l'annonce qu'il a fait à Nashville, elle résonne chez les bitcoiners, chez les connaisseurs, mais sur le reste de la population, ça fait pas trop sens ou... En tout cas, quand j'ai posté sur mon Facebook, donc, qui est l'ancien réseau, tu vois, bref, quand je poste sur une photo ou le moment où j'étais là-bas sur Facebook, je reviens ici en Belgique et au final, quand je me promène dans des événements à gauche, à droite, dans les villages, parce que voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup de communiquer, beaucoup de partager. Et quand j'arrive dans ces villages, on me regarde comme ça et on me dit je t'ai vu, hein? Comment ça? Et puis, je t'ai vu avec tes fréquentations. Mais style, mauvaise fréquentation, quoi. Et je dis quoi? Attends, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, je t'ai vu avec Trump aux États-Unis, hein, c'est pas bon ça, tu vois, le jugement directement qui arrive. Alors, les personnes qui m'ont dit ça, je les connais et je sais qu'il n'y a pas eu cette fameuse neutralité axiologique que tu dois avoir quand tu observes, et de deux... Tu peux définir, c'est quoi ça? Neutralité? C'est une forme de recherche scientifique. C'est-à-dire que quand tu fais une recherche, tu dois avoir cette fameuse, comme un journaliste techniquement doit avoir cette neutralité axiologique. Et ça c'est... J'ai appris ça dans les études. Ouais, quand j'étais en Sciences Po, tu vois. J'ai eu un super prof, Pascal Delwitt, qui passe souvent à la télévision, un grand politologue. Et voilà, j'ai retenu quand même des choses là-bas, ça m'a quand même bien ouvert l'esprit. L'idée, c'est que quand tu fais des recherches, tu essaies de rester, tu mixes tes sources et tu essaies de rester neutre. C'est ça, en fait, tu essayes de voir les différents types d'avis, et toi, un maximum de temps, tu essayes surtout de pouvoir garder une vision neutre, donc voilà, en essayant de ne pas trop émettre d'avis, et de laisser la personne s'exprimer, et de laisser un peu les choses s'exprimer, d'aller chercher les informations, de les collecter, et puis de les exposer, et pas nécessairement de les analyser. Et c'est pour ça que quand tu as eu ce genre de réaction, ça va être des réactions qui sont beaucoup plus émotionnelles que basées sur des recherches académiques. En tout cas, c'est ce que j'imagine, mais je trouve ça dommage que quand... bref, moi, j'ai un parcours très simple en fait. Moi, j'ai grandi dans une cité ici plus loin, en Belgique, avec ma maman, parce que mes parents sont séparés quand j'étais très jeune. Ma mère était au CPS, c'est l'équivalent, c'est en dessous du SMIG en France, tu vois. C'était vraiment la dernière aide sociale qu'on pouvait faire. Et comme elle m'a élevé seule dans une cité, à un certain moment, il a fallu que j'aille en internat parce qu'elle n'arrivait pas à me gérer. Et c'est comme ça que j'ai développé un côté social. Mais on n'avait vraiment pas d'argent. C'était très difficile. C'était mes grands-parents qui avaient offert une voiture pour ma mère pour qu'elle puisse me conduire justement à l'internat, etc. Donc c'était vraiment pas facile. Et quand me retrouver, grâce finalement à tout ce que j'ai pu apprendre, à tout ce que cette technologie nous a amené, ne serait-ce qu'au niveau de la communication dans le monde, au niveau de la sécurisation de ces données, eh bien, c'est comme ça que j'ai pu au final développer cette capacité aussi de pouvoir spéculer, tu vois, je veux dire, à un moment donné, tu dois apprendre que si tu avais mis 10 000 € sur ton compte il y a 5 ans, en pouvoir d'achat, là, tu devrais être peut-être à 7 500, quelque chose comme ça, environ. Et que si tu avais mis il y a 5 ans sur Bitcoin, c'est multiplié par 14, je pense. Je pense que c'est Louis-Alexandre de Froissart qui avait fait la comparaison en avril, justement, sur BFM Crypto. Donc, voilà, quand tu apprends ça et que tu parviens à pouvoir monter aux États-Unis, parce qu'à la base, on allait là juste pour la convention Bitcoin. Moi, j'avais mon ticket un an plus tôt. Je l'avais pris à Miami directement. Tu avais été à Miami aussi? J'avais été à Miami aussi. Et Trump est venu s'ajouter après, quoi. Donc, j'ai pas fait le choix d'aller là pour voir Trump. Et quand tu vois tout ce cheminement et des personnes comme ça qui me suivent quand même au final sur les réseaux, et que tu as ce genre de commentaires, tu vois, c'est petit. C'est dommage, quoi. C'est dommage parce que le but est d'essayer toujours de faire avancer les choses. On en parlait tout à l'heure dans la voiture. Il manque l'objectif en fait
du Bitcoin, on passe complètement à côté de ça et on est juste sur la réaction émotionnelle. C'est ça, ouais. Je vais là pour la convention mondiale Bitcoin. Ça. Et à Nashville, en plus, qui est une ville incroyable. Je Ok. ne connaissais pas du tout, mais c'est un mix entre le Canada et je vais dire une plus grosse ville comme Pittsburgh, comme Ok. ça. Mais la mentalité était juste incroyable. On a été accueillis super bien. Les gens sont très respectueux. Il y a un côté festif aussi à Nashville qui est énormément présent. Et ça, c'est la capitale de la country. Ok. Et Je on sais n'est pas. pas très loin de Memphis, donc du jazz. Ok. L'ambiance là-bas était Culturellement, c'est était énorme. incroyable. L'année prochaine, ce sera à Las Vegas, Ouais, ça, en mai. c'est différent. Et vraiment, j'étais peiné. Je me suis dit, c'est dommage parce C'est que dommage. si on avait pu faire ça à Nashville, j'avais déjà des projets pour louer une sorte d'avion avec voilà, des donateurs, etc. Ok. Et essayer de faire venir un maximum de monde parce que rien que la découverte, Ok. tu sais, nos a priori qu'on a sur les Américains, sur Ouais. les Américains centraux surtout, hein, je veux dire, Nashville, on est quand même dans le centre-est. En fait, tous les codes sont cassés une fois que tu connais. Et je te fais le lien du coup par rapport à ce que mon père riche, à mon oncle, t'avait me dit, racontait par rapport au voyage, tu vois. Ok. Donc voilà, moi, pour moi ça, c'est une belle libération parce que ça permet justement de ne pas être dans la rat race, tu vois, et de ne pas continuer toujours ce mécanisme où au final, tu vas échanger ton temps contre de l'argent jusqu'à la fin de ta vie. Et tout Sans ça parler pour- de l'inflation en plus. Parce que je sais que rat race aussi, ça peut être. Ça peut avoir une connotation très très négative pour la plupart des gens. Ouais, Et ça- quand on le dit, ça fait un peu il est arrogant, il veut sortir de la matrice, etc. Donc faut quand même, je trouve, c'est important d'aller un peu plus loin que juste cette définition-là et de dire que en fait, on se fait voler sans se rendre compte avec l'inflation. Donc c'est Bitcoin qui arrive à nous offrir une porte de sortie, entre guillemets, ou en tout cas que ce soit un peu moins douloureux, parce que je suis même pas sûr que ce soit réellement une porte de sortie, hein, c'est pas... on vend pas Mais de c'est vrai que miracle. il y a Mathias, c'est comment? C'est le responsable Europe de chez Trade Republic. Mhm. Mathias Buccini, je crois, ou Beccini. Ça veut dire- Bref, Ok. un gars vraiment très très bien qui parle beaucoup, qui est un ancien trader. Il a été avant ça diplomate. Je crois que c'était en Ouzbékistan. Enfin voilà, Ok. il a toute une histoire. Je vous invite à aller voir comment dire, sur YouTube dans de Legend. Tu vois, Ok. Legend par Guillaume, un ancien de chez Fun Radio, tu vois, Ok. qui est vraiment bien. Ils font des trucs qualitatifs. Ils ont notamment interviewé Dieudonné il n'y a pas longtemps. Ok, ouais, ça va être intéressant. Avec Elise Moon. Enfin, il y avait Elise Moon et puis après il y a eu Dieudonné et puis ils se les ont fait se rencontrer. Ok. Donc c'est super intéressant. Mais donc, dans l'interview qu'il fait sur Legend, il parle des chiffres réels, des analyses qu'on a de l'Europe et des fonds qui sont investis maintenant en Europe pour justement faire en sorte de former les personnes, puisque l'éducation financière reste l'élément clé qui doit même être appris à l'école, parce que ça fait partie, c'est notre vie, quoi. C'est notre vie, la gestion de la valeur, c'est notre vie. Donc à un moment donné, on va échanger notre temps contre de l'argent, contre de la valeur. Il faut être capable de savoir comment sécuriser cette valeur. Bitcoin. Voilà, et comment apprendre aussi à faire en sorte de le faire travailler pour que ça puisse aussi fournir quelque chose. Tu sais, j'ai une amie qui vient d'aller à Walt Disney et on était ensemble à Nashville. Ok. Une petite dédicace à Tatiana d'ailleurs si tu nous vois. C'est quelqu'un qui a 3 enfants, c'est une mère incroyable et elle est allée ici à Walt Disney, mais elle exagère. Elle exagère, c'est-à-dire qu'elle dépense une fois. Elle est très bonne, elle est très forte pour faire pour créer de la valeur, mais elle est très forte aussi pour la dépenser, parce qu'elle aime les belles choses. Tu vois, c'est qu'elle aime les belles choses et voilà, les belles choses coûtent de l'argent, hein, comme c'est dit dans la liste de Schindler par Liam Neeson. Je sais pas si tu as la ref. Non, j'ai pas la ref. C'est quoi Les belles choses coûtent de l'argent. Mais bref,
On était là-bas et comment dire, ici, la semaine passée, pardon, elle était à Walt Disney. Et donc, c'était drôle parce que je sais qu'elle dépense énormément. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait avant ça? Alors, je ne l'ai pas fait parce qu'elle y allait, mais j'ai appris à faire travailler l'argent pour moi. Comme c'est un parc d'attractions que j'affectionne, etc., j'ai acheté des actions du parc d'attractions, tu vois, que je fais travailler petit à petit. Au lieu de le laisser sur mon livret A ou sur mon compte épargne en Belgique, eh bien, j'apprends à le faire travailler petit à petit, quitte à me faire taxer par la suite. Voilà, les taxes sont importantes pour faire vivre le pays, c'est comme ça. Quand elles sont bien gérées, en tout cas. C'est clair, parce qu'on ne sait pas trop où ça part. Mais bah ouais, ça dépend un petit peu. Mais voilà, et donc apprendre, comme on dit, à le sécuriser, mais aussi à le faire travailler. À le faire travailler, acheter des actions. Je me brosse les dents parce que j'ai des dents sensibles avec du Sensodyne. Je ne sais pas si tu connais la marque. Voilà, tu flouteras ça au montage. Sensodyne, c'est l'entreprise GlaxoSmithKline, qui est une entreprise pharmaceutique. J'ai acheté des actions de cette entreprise, puisqu'à chaque fois que je vais acheter mon Sensodyne au magasin, eh bien, en vérité, je touche des dividendes fin d'année parce que ça fonctionne et j'y crois. Et donc, je fais travailler la valeur que j'ai gagnée à l'époque quand j'ai travaillé, puisque je t'ai dit, j'ai été 7 ans directeur, mais je suis dans l'enseignement depuis une quinzaine d'années déjà. Donc, j'ai vraiment beaucoup bossé et j'ai accumulé de la valeur. J'ai pas beaucoup dépensé. Donc, pour ça, j'ai eu une éducation d'ouvrier, donc on ne dépense pas l'argent. Bon, ça, je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu pendant 15 ans. Et maintenant, c'est différent puisque je me permets de vivre, je me permets de voyager, mais j'apprends à faire travailler mon argent pour moi dans des causes qui me parlent. Donc, par exemple, la santé dentaire. Enfin, voilà. Et donc, ben, voilà, tout ça pour dire que la formation, pour moi, c'est le plus important. J'ai toujours une société d'ailleurs qui tourne dans les langues, justement, je mets à disposition des logiciels d'apprentissage des langues dans les écoles par rapport à toutes les normes CE-CRL, donc toute l'Union européenne. Et c'est bien parce qu'on a un peu des manques, à part vraiment dans le privé, on a un peu des manques pour l'apprentissage des langues. Clairement. Et à l'école, en tout cas, il y a une perte d'attention de la part des jeunes, ou alors tu vas avoir des jeunes qui sont plus assidus au travail et qui, du coup, une fois que le professeur est occupé avec d'autres qui sont beaucoup plus lents ou dissipés, eh bien, ils vont perdre leur motivation. Et donc, avec ce logiciel-là, ça leur permet de pouvoir continuer à s'exercer, à faire des capsules vidéo. Déjà. Comment? D'aller à leur rythme déjà. Exactement. Voilà, c'est classe in-out, donc c'est à l'intérieur et en dehors de la classe. Donc voilà, et on retrouve finalement cette technologie qui a fait en sorte que l'humanité a pu évolue de plus en plus vite. C'est un accélérateur dans tous les cas. C'est ça. Donc voilà. Donc c'est pour ça que nous, la Villa du Bitcoin, comme tu peux le voir, il y a formation, business, contact. Le premier étant bien sûr la formation, puisque le but c'est de comprendre, de connaître et par la suite éventuellement d'évoluer par rapport à ça. Le business, ça va être tout ce qui va concerner la recherche de contacts pour les travaux, le networking aussi. On va aussi. Moi, j'avais l'impression en voyant business qu'à terme, bon là on est très early, mais qu'à terme ça pourrait devenir presque un incubateur pour les entrepreneurs qui ont des projets également. C'est souvent ce genre de lieu qui peut… C'est notre but, bien sûr, à terme. Mais pour le moment, en tout cas, on est juste dans la rencontre. En effet, on va être dans du networking. Et business, c'était le côté aussi, puisqu'ici, on est en train de créer un studio d'enregistrement qui va permettre, on va sonoriser tout ça, qui va permettre aussi pour les plus jeunes ou même des entrepreneurs qui veulent apprendre à partager l'information, puisque si tu peux avoir créé la plus belle, le produit le plus incroyable au monde, si personne ne le connaît, ça ne sert à rien. Et donc, on apprend justement ici aux gens à la Villa, pour ceux qui le veulent aussi, à pouvoir s'exercer, à comprendre comment fonctionne tel ou tel réseau, pour que l'algorithme puisse comprendre comment te mettre en avant, vers quel destinataire, etc. Voilà. Donc, business et alors contact, comme on a dit, networking. Non, business et contact, ça peut, ça va vraiment tous les deux ensemble, puisque, allez, par exemple, moi j'ai un portefeuille de courtage privé et professionnel. Donc, ça veut dire que tout ce qui est, disons, assurance groupe pour les sociétés, défiscalisation ou
ou même tout ce qui concerne les prêts à tempérament, les prêts hypothécaires. Bah, je fais ça depuis une dizaine d'années maintenant. Ok. Quand j'ai des personnes qui ont des difficultés, parce qu'il y a énormément de personnes, genre ici j'ai un jeune Soudanais qui a vécu en Turquie. Ok. Il a quitté son pays quand il était jeune parce que c'était très très compliqué. Ouais. Il a vécu en Turquie, donc il parle turc, il parle arabe et il parle anglais, mais il parle pas français. Il a atterri ici, Ok. il a le permis, il a tout ce enfin, il a tout, mais il ne pouvait pas avoir d'assurance parce qu'il lui manquait un document. Voilà. Ok. Et il m'en a parlé, je lui ai partagé une info et c'est bon là maintenant, il est content de pouvoir aller travailler, de pouvoir être actif et de pouvoir se déplacer. Ben, c'est un service que j'ai rendu gratuitement. Ben, ça, c'est l'une des choses qu'on peut faire aussi ici. Je sais pas moi, tu viens pour chercher des informations sur l'énergie, en globalité, ou même plutôt l'isolation, disons même de la maison. Ben, on a des gars qui sont là, qui sont fans de Bitcoin, de la technologie, mais ils sont en plus de ça, ils ont un travail alimentaire comme la plupart des gens, et ils sont spécialisés dans la toiture ou dans l'énergie. Je croyais que tu allais me parler du minage. L'énergie, l'électricité. Alors ça, en Belgique, pour l'instant, c'est compliqué parce qu'en Europe, je pense qu'on est dans les plus hauts quasi au niveau de la consommation d'énergie. Donc, on est sur des projets. Sur le minage, tu avais rencontré Florent Gabriel à Surfin, Ouais. Bitcoin. C'est ça. Et donc, ici en Belgique, si on a des photovoltaïques sur le toit, donc des panneaux solaires, on récolte l'énergie, sauf que quand on analyse la courbe d'évolution de la consommation des ménages durant la journée, eh bien, pendant la journée, il y a peu d'énergie qui est consommée. Et donc l'énergie qui est récoltée par tes panneaux, en fait, est redistribuée dans le réseau, Ok. sauf que tu es taxé sur Ok. ça. Donc l'une des solutions, par exemple, qui pourrait fonctionner, ce serait de simplement avoir un appareil de minage chez soi pour que la journée, quand les panneaux sont en train de tourner, Ouais. ça puisse sécuriser le réseau pour une consommation qui est peut-être plus utilisée aux États-Unis ou que sais-je. Hein. L'avantage de la décentralisation, c'est qu'on soit ici ou aux États-Unis, le réseau est sécurisé. Ok. Et alors, il y a encore d'autres possibilités. Par exemple, il y en a qui viennent d'inventer un système de minage via les radiateurs. Ouais. Donc, les radiateurs, pour les calculateurs fonctionnent, ça chauffe et ça chauffe en même temps la maison. Donc, il y a plein de systèmes qu'on peut comme ça mettre en avant et qu'on peut venir chercher ici à la Villa de Bitcoin. Tout ça, c'est de l'information qu'on Ok. partage gratuitement. Et là, vous pouvez associer les deux en même temps, c'est-à-dire que la formation où vous éduquez sur comment fonctionne le minage et peut-être des partenariats justement sur les machines. Tu as dit que tu avais rencontré les gars C'est ça, de chez ouais. Si on Bitmain peut aussi, tu vois, il y a beaucoup de gens qui n'ont que des contacts anglais, hein, ou alors peut-être Meria. Meria, c'est vrai que voilà, si on veut faire ça maintenant, ça prend du temps aussi. Ça peut, tu vois, ici on peut parfois trouver plusieurs solutions et avec surtout de l'expérience derrière. Ouais. Puisque sur Internet, tu peux trouver énormément de choses, mais pour avoir réellement être certain que ce qu'on lit, les commentaires en dessous sont réels, c'est parfois un peu compliqué. En tout cas, c'est des choses qui, justement, dans le Web 3, vont être amenées à disparaître, puisqu'on aura justement une authenticité réelle de la personnalité qui est derrière, c'est ça. Donc, on travaille pour ça pour le moment. Hein, mais ici à la Villa, en tout cas, tu as quelqu'un qui est face à toi et qui peut te partager réellement son ressenti en face à face, quoi. Carrément. C'est ce que je vais faire, je pense, demain également pour la conférence. C'est en fait quand les gens sont tout seuls chez eux et qui font justement tout un tas de recherches sur la gestion de fortune ou sur les crypto-monnaies, eh ben, ils vont tomber sur des choses qui ne fonctionnent pas, des arnaques ou comme tu as dit, des gens ou des sites malveillants. Et de pouvoir là, en 40 minutes, en fait, rassembler tout ce que j'ai pu apprendre et donner ça d'une manière compréhensible et puis en français, pas dans une autre langue, et ben, c'est un gain de temps et un gain d'énergie monstrueux. Donc, et puis aussi,
je veux dire, on parlait d'Emmanuel Kant tout à l'heure de la voiture, qui a créé son traité de paix perpétuel et qui disait au final la terre est ronde, tu ne peux pas fuir. Eh bien, si ça se trouve, une personne qui va te voir ici et qui va t'écouter va peut-être tilter sur quelque chose qu'il recherche, une information ou que sais-je, ou même peut-être un contact à lui qui recherche ce type aussi d'informations. Et le partage que tu vas pouvoir faire va pouvoir éventuellement faire un effet boule de neige. Encore une fois, toujours en gardant en tête une espèce de positivité pour l'avenir. C'est carrément un karma positif. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ça. C'est ce qu'ils appellent, c'est comment? C'est théorie vibratoire ou je sais pas quoi. Mais... Okay. J'avoue que j'ai pas vraiment développé. C'est plus du coaching, etc. Mais ouais, il y a des choses qui se passent quand on a une émotion, des poils qui s'irrissent, etc. Ou les vibrations qu'on peut émettre. Ouais. Mais là, ça dépasse mes compétences. Je vais pas me mettre en avant. Mais de rester positif et puis de collaborer, c'est ce qu'on disait plus tôt. Partager un maximum, vraiment essayer de faire le bien dès que tu peux faire le bien. Pour moi, encore une fois, l'éducation, c'est la clé. Ça veut dire que quand on comprend au final que éduquer le monde permettra de trouver des solutions. Hein. Moi, j'ai toujours été fan de la technologie blockchain parce que pour moi, miser sur de l'informatisation ou essayer d'avoir des puces plus performantes, etc., ça permettra d'avoir des ordinateurs quantiques beaucoup plus accessibles qui trouveront, selon moi, hein, c'est ma théorie, mais je parle de ça sur peut-être une cinquantaine, une centaine d'années, qui trouveront des solutions par rapport à l'énergie. Puisque c'est le gros problème pour la science, c'est l'énergie, eh bien, je suis certain qu'un ordinateur ou 4 ou 5 ou 10 ordinateurs quantiques trouveront des solutions auxquelles on ne pense pas encore ou qu'on n'est pas complet dans les informations. Ouais. En tout cas, c'est ce que je crois. Carrément. Et sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait de faire des conférences et des événements en présentiel, c'est hyper important parce que c'est justement souvent là où il y a une attache émotionnelle avec le souvenir qu'on a du moment. Et c'est là qu'il y a des moments de déclic. Qui se font, ouais. Et là, enfin, toi, tu voyages un peu plus que moi, mais on assiste beaucoup aux conférences Bitcoin. Maintenant, on est à un niveau de connaissance où on y va moins pour assister à toutes les conférences de 8h à 19h, mais plus pour faire du réseau, rencontrer des gens, et c'est super. Mais moi, mes moments de déclic, ils se sont faits à des moments où j'avais des vraies personnes en face de moi et où je me suis déplacé, donc c'est super important. J'aimerais tellement pouvoir revenir en arrière, tu sais, pour ressentir. T'es là, tu fais what? Ça marche. You are in a good place. Tu es au bon endroit. Alors je sais pas si c'est que des bons souvenirs, parce que pour moi, les premières conférences auxquelles j'ai assisté, où j'avais pas encore compris Bitcoin, hein, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faut que j'y aille et que je me fasse mon idée. Mais j'y allais quand même très très sceptique. Hein. Ah ouais? C'était il y a combien de temps ça d'ailleurs? C'était en 2022, ma première conférence, donc c'était il y a 2 ans, 2022. C'était à Lugano en Suisse. Et voilà, j'ai pris ma petite voiture, 5 heures de route depuis Genève. Et voilà, tout seul, je connaissais personne. J'avais lu quelques bouquins juste avant, le mois qui précédait la conférence. Et j'étais extrêmement sceptique. Donc je me disais qui est derrière ces trucs-là, qui sont derrière ce truc-là. Et en fait, j'y allais en me disant qu'est-ce qui back le Bitcoin? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et en fait, la rencontre avec justement des cypherpunks, parce qu'en fait à Lugano, tu as vraiment Adam Back qui était là aussi à Amsterdam, mais Adam Back, il y a Nick Szabo. Nick Szabo, il fait quasiment aucune conférence, il va juste là-bas. Des gens comme ça, il y avait la famille de Julian Assange, des gens qui sont porteurs de valeurs qui sont extrêmement fortes, de valeurs de liberté. Et en fait, c'est là où j'ai pris des tartes émotionnellement. Je me suis dit, ok, là il y a quelque chose. et le niveau aussi, bon, ça va paraître peut-être arrogant aux gens qui nous écoutent, mais le niveau d'intelligence que j'ai perçu chez les gens que j'ai rencontrés là-bas, donc dans l'audience, hein, j'ai jamais rencontré de gens plus intelligents que les bitcoiners. Ça, c'est des...
suis C'est totalement clair. d'accord avec toi et j'ai quand même côtoyé longuement le monde de la finance de par le monde des assurances puisqu'il y a énormément de placements boursiers, etc. qui se font. Et en effet, jamais, en fait, quand tu vas lier la technicité avec, d'une part, d'une autre part, je ne vais pas dire l'argent, je vais dire la réserve de valeur, Ouais. quand tu comprends ça et que tu vois la puissance des choses, c'était le Homebrew Club qui était en 1976, je crois, dans la Silicon Valley ou Palo Alto, c'était à Palo Alto, je pense, Ouais. où tu avais Steve Jobs avec Steve Wozniak qui commençait à créer Apple, quoi. Ok. Et le Homebrew Club, c'était là où ils ont amené leur premier ordinateur qu'ils ont pu partager. Il y avait une centaine de membres, un truc comme ça. Ils faisaient ça dans un garage, tu sais. Ok. Et ben, ce genre de choses, Mm. ce genre de rassemblement pousse Des idées. permet des évolutions qui peuvent être même exponentielles, tu vois. Donc quand on se rassemble comme on a pu le faire ici à Amsterdam ou à la Surfing Bitcoin, quand on se rassemble comme ça entre personnes qui veulent aller dans le même sens, qui ont une passion pour le fait de faire évoluer les choses, il n'y a rien à faire. Et c'est entre autres pour ça, à notre niveau, Ouais. qu'on a créé ceci. Qu'on a créé ceci pour justement avoir ce fameux Homebrew Club, Mmh. Rassembler des gens. tu vois, et pouvoir se faire rencontrer des personnes qui peut-être sans ça ne l'auraient pas fait, n'auraient pas pu avoir un tel déclic comme tu le dis. Ouais. Mais C'est important ce que tu dis parce que sans ça, elles ne se seraient pas rencontrées. Et c'est vrai que moi, les bitcoiners que j'ai pu rencontrer, on vient d'un background tout à fait différent, on vient de pays différents. Ouais, Et absolument. je ne sais pas comment je les aurais rencontrés si ça n'avait pas été sur ces moments-là. Donc, Bah, écoute, je crois que tu vis en Suisse pour l'instant, hein. ouais, c'est ça. Tu vis en Suisse. À la base, Enfin, je vis côté France, à la frontière, mais je travaille en Suisse. Mais tu travailles en Suisse, voilà, Ouais. c'est ça. Et donc, quel est le pourcentage de chances que tu termines ici, dans notre pays de Herve, en Belgique wallonne, francophone? Et c'est ça aussi qui est fantastique, c'est que on dit souvent, oui, bon, c'est la monnaie d'Internet, ça n'existait pas, etc. Ou quand je fais de la création de contenu, oui, mais arrête avec ta création de contenu, faut revenir sur le monde réel. Ben là, je me retrouve en Belgique, à la Villa du Bitcoin. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, on s'est croisés plusieurs fois sur les conférences Bitcoin, que ce soit à Biarritz ou à Amsterdam. Amsterdam, En fait, là, c'est réel. Ouais. La technologie, c'est juste un outil qu'on utilise qui permet de nous mettre en relation. C'est ça, exact. Donc, C'est incroyable. c'est pas juste les gens qui sont là en train de scroller. Ouais, qui font c'est rien, tu vois. ça. On fait des choses. Et en plus de ça, toujours dans un but au final social, puisque ce qu'on fait, on le fait pour le futur. On le fait pour le futur. Alors certes, on va avoir une place, on aura des récompenses personnelles à terme, Bien sûr. mais je pense que toute l'énergie qu'on met dedans, hein, et Dieu C'est sait clair. qu'on en met. C'est Je veux dire, là, on est en train de parler, ma femme m'attend pour souper, tu Ouais, vois. clairement, moi Mais- j'ai fait 3 heures de train. C'est ça, tu as fait 3 heures de train, enfin, voilà, on met de l'énergie, mais pour une bonne cause. Ouais. C'est-à-dire permettre aux gens de récupérer une vie privée, de récupérer une possibilité. Quelqu'un qui a un secret, c'est quelqu'un qui veut que personne ne le sache. Mhm. Hein, l'État, certes, est important pour la régulation et pour faire en sorte que les choses puissent tourner, puissent être régulées d'une certaine manière. Et encore, Fonctionner, on va dire. Ouais. et Que ce soit encore, fonctionnel. ouais, ça dépend un petit peu les périodes, les endroits, etc. Mhm. Mais on reste des êtres humains qui vivons sur une terre qui n'appartient à personne. Mhm. Un pays est un des accords qui se sont créés, etc. Mais ça reste une terre qui n'appartient à personne. Ouais. Et donc, à un moment donné, il faut se dire, moi, j'ai envie de pouvoir sécuriser tout ça. Et grâce à la blockchain, qui est la première couche, au final, technologique qui nous permet de pouvoir sécuriser des données quelconques, eh bien, au final, on va parvenir à pouvoir, grâce au Web3, justement, retrouver une certaine forme de paisibilité, je pense. Ouais. Tu sais, tu vas maintenant sur Internet, ou même quand on est en train de parler, là, les iPhones, etc., prennent l'information, ouais, et puis on aura tel ou tel peu. Alors sur iPhone, on l'a moins. Je crois que c'est beaucoup plus parce que tu as l'expérience utilisateur qui a été créée pour justement de faire en sorte de ne pas partager toutes les informations récoltées par Apple à des entreprises tierces commerciales, Ok. pour justement
faire en sorte que ça reste dans l'écosystème Apple pour C'était pas pour nous. pour l'expérience utilisateur. Que tu vas aller par exemple sur du, je sais pas moi, sur du Android. Android, bah, tu vas directement avoir Google qui va choper les infos et qui va les revendre, pour attention, hein, pour donner l'accès à une pub qui sera plus pour toi parce que tu auras recherché telle ou telle chose ou que tu auras parlé de tel ou tel sujet. Mais il y a des gens qui ne veulent pas ça. Oui, il y a un problème de consentement, ça c'est clair. Ouais, c'est ça. Et avec le Web3, pour les gens qui connaissent pas forcément, c'est justement la possibilité de pouvoir reprendre possession de ces données et de décider si je veux vendre une partie de mes données ou non. Donc ouais, je vois ce que tu veux dire. Absolument. Mais oui, sur le fait que on fait tout ça, c'est parce qu'on a compris qu'il y avait des choses qui sont largement plus grandes que nous et que je pense que ça nous nourrit aussi de pouvoir faire ça. C'est clair, c'est vrai. C'est un beau projet. C'est un beau projet. Et en plus de ça, c'est un projet technologique. Alors, c'est clair qu'il y a toujours cette question de l'énergie, même si je pense qu'on a dépassé les 51% d'énergie renouvelable sur Bitcoin. Et je pense que pour c'est 2033, où tu le sauras peut-être mieux que moi, ils veulent passer à plus de 70%. Quoi. En fait, faut vraiment comprendre sur le minage et sur le fait que ce soit vert ou pas vert, c'est qu'il faut juste comprendre que les incitations qui ont été faites avec le mécanisme de minage, c'est fait pour tendre à ce qu'on arrive à un moment à 100% d'énergie renouvelable. Parce qu'en fait, c'est ridicule d'utiliser des énergies fossiles. Les pays et les entreprises qui utilisent aujourd'hui des énergies fossiles, c'est juste des pays qui ont énormément de ressources et ils en ont juste rien à foutre. C'est juste de la bêtise. Mais rationnellement, ça devrait tendre vers les énergies renouvelables. Et on a eu, pour moi, c'est si on revient sur Bitcoin Amsterdam, sur la conférence, et c'est ma deuxième conférence préférée, parce que ma première, c'est Maya, on pourra en parler, mais la première conférence, ma préférée, c'est Daniel Batten. Donc Daniel Batten, en fait, il dédie sa vie à ces recherches-là de minage vert, écologique, et il nous a parlé justement d'une méthode de minage sur le méthane. En fait, comment ça s'appelle ? C'est con, j'ai raté cette conférence-là. Ouais, c'est vraiment la meilleure. C'est-à-dire que on se demande si Bitcoin pollue. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est même pas neutre en termes d'émissions. Ça aide, ça prend la pollution et ça l'enlève. C'est-à-dire que le méthane, je crois que c'est 20 fois plus polluant que le CO2. Et on a des entreprises qui... gas flaring, ça s'appelle le gas flaring. C'est en fait, ils brûlent le gaz et malheureusement, en fait, ça fait juste des grosses flammes et ça pollue toute la planète. Là, les entreprises de minage ont réussi à créer des mécanismes pour récupérer ce gaz-là, pour pas qu'il soit brûlé. Et comme ça, ils font marcher leur machine de minage. Donc, c'est un peu comme au Salvador avec le la prise volcan. d'énergie vers les Exactement. C'est génial. Mais oui, donc c'est ça. on a là la preuve que Bitcoin est déjà le meilleur actif financier, on le savait, mais là c'est le meilleur actif vert, c'est-à-dire que ESG, ça coche toutes les cases. Donc c'est plus là on a enlevé cette objection. Bitcoin pollue, c'est juste qu'il faut réfléchir un peu. Et encore une fois, il faut partager l'information. Il faut partager l'information. Parce que l'ignorance, ouais, exactement. Venez à la Villa du Bitcoin. Venez ici, vous le saurez. Mais la formation, c'est primordial. Sinon, on se fait manipuler par malheureusement des informations qui sont fausses ou qui sont créées pour justement bloquer les citoyens ou bloquer les personnes dans ce carcan de la vie, c'est échanger son temps contre de l'argent. Voilà. J'ai adoré, je pense que tu l'as regardé, la dernière conf du premier jour à Amsterdam. C'était Jacques Mallers et Dylan Leclerc. Ouais. Et Jacques Mallers, il a cette définition de l'argent qui tourne en boucle dans sa tête. Et en fait, c'est pour lui, c'est un peu la même définition que tu as. C'est que l'argent, c'est ton temps et ton énergie concentrés dans un mécanisme qu'on appelle ça l'argent. Ouais. Et donc, lui, il a bien compris le fonctionnement des banques centrales et l'hyperinflation qu'on subit tous. Donc en fait, à chaque fois qu'ils impriment de l'argent, les gens disent oui, bon, ils impriment de l'argent, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire.
Mais en fait, en anglais, c'est debase. Il t'enlève de la valeur, il t'enlève du temps et il t'enlève de l'argent. Donc c'est pour ça que nous, on fait tout ça, c'est qu'on a envie de dire aux gens, là, on est en train de réduire votre qualité de vie, sans que vous en rendiez compte. Donc c'est un vol. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous vole, et donc vous aurez juste moins de choses, moins de voyages, moins de vacances, moins de qualité de vie pour la santé, pour tout ce que vous voulez. Et moins de temps, surtout moins Et de moins temps. de temps. Ouais. Et c'est la chose la plus importante qu'on a. Hein. S'il y a bien une chose qui est rare, c'est notre temps sur Notre Terre. temps, c'est clair. Donc ouais, faire tout ça et partager ses connaissances, je pense que c'est hyper important et c'est un super beau projet. Bah, écoute, je te remercie beaucoup et je me réjouis d'être demain soir pour pouvoir assister à ton comment dire, à tout ce que tu as préparé, hein, que j'ai un peu vu vite fait dans la voiture tout à l'heure. C'est cool, je me réjouis vraiment. Et je me réjouis de pouvoir partager ça gratuitement à d'autres personnes aussi, quoi. Donc voilà, merci beaucoup, cool. Abel. Merci à toi. Nice. Parfait.